Je sais pas pour les gens, mais moi, ça peut constituer entre une vidéo de chat, une vidéo drôle et finalement des vidéos de guerre, donc que ce soit en Palestine, en Syrie, en Afghanistan, ailleurs. Donc, c'est vraiment cette dichotomie, ce déchirement que je ressens. Salut à la maison, Joey Hanna au micro. Je suis le chef du bureau du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Montréal. Oui, vous avez bien entendu, les Nations Unies à Montréal. On a un petit bureau, we're small but mighty, et j'ai la chance de le diriger. C'est un bureau fantastique qui réalise tout plein de projets, dont un qui implique un défi cycliste entre Montréal et Québec qui va avoir lieu les 11 et 12 octobre prochains. Et je reçois l'instigatrice de ce projet-là, au sein duquel on s'implique au HCR, Safa Hamoud, qui vient nous parler un peu de l'idéation derrière le projet, des raisons pour lesquelles elle s'implique, des objectifs reliés à ce défi-là, parce qu'il y a une levée de fonds qui est associée. Alors, c'est un épisode à ne pas manquer. Safa Hamoud, bonjour. Bonjour, Joey Hanna. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va bien, merci. 3 septembre 2025, on est à 30 quelques jours près du départ de la première édition de la Route du Jasmin. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont cliqué sur Play puis qui sont curieux de savoir, in a nutshell, comme disent les Anglais, c'est quoi ça, la Route du Jasmin? Fais-nous donc ton elevator pitch. J'aime ça. Donc, in a nutshell, la Route du Jasmin constitue 50 cyclistes qui vont pédaler de Montréal à Québec, donc plus de 270 km, même distance que Damas-Palmyre, donc 2 villes aujourd'hui détruites en Syrie. Et nous amasserons des fonds donc, pour les réfugiés syriens en partenariat avec le HCR. Wow! OK, beaucoup de choses à explorer là-dedans. Du vélo, la Syrie, les réfugiés, le HCR. D'abord, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent à la maison. Merci de prendre le temps d'être avec nous en compagnie de Safa Hamoud, qui est l'instigatrice de la Route du Jasmin. Safa, tu es avocate de formation. Exactement. Donc, je suis avocate de formation et aujourd'hui, je suis avocate enquêtrice donc, dans le milieu de l'harcèlement au milieu de travail. OK. Donc, une approche un peu plus humaine du droit quant à moi. Fascinant. Donc, pas du tout dans le milieu humanitaire, pas du tout dans le milieu des réfugiés. Pas du tout. Donc, c'est vraiment un intérêt connexe, si on veut, à la pratique. OK, super intéressant. Écoute, tu nous as présenté brièvement la Route du Jasmin de nutshell. J'aimerais qu'on explore davantage cette initiative-là, cette idée que tu as eue. Est-ce que c'est exact? C'est une idée que j'ai eue, mais que comme tu le sais très bien, tu m'as beaucoup aidé donc dès les premiers pas de ce projet. Si on est pour revenir un peu dans le temps, donc en juin, je vais participer, ou plutôt en mai, je vais participer à un événement à Toronto. Donc, nous avons pédalé de Toronto à Niagara en vélo pour 220 km à peu près pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Donc, c'était le Princess Margaret. Et je suis revenue inspirée par cette expérience. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais le sentiment un peu du survivant, la culpabilité du survivant. Je me suis dit, il faut utiliser cette inspiration-là et ce sentiment pour faire quelque chose de concret, pour aider les réfugiés en Syrie. Et c'est là que j'ai été contactée pour savoir quel est le meilleur moyen de pouvoir apporter une aide en Syrie. OK. Encore une fois, plein d'affaires à explorer là-dedans, mais j'ai encore le goût qu'on revienne en arrière, toi puis moi. Peut-être qu'on explique aux gens comment on s'est rencontrés, comment on s'est connus, ça s'est fait comment, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très organique avec l'initiative que tu portes en ce moment, celle de la Route du Jasmin. Fait que, est-ce que tu veux revenir peut-être 10 ans en arrière puis nous dire dans quel contexte on s'est rencontrés? Absolument. Donc, comme on dit dans la vie, rien n'arrive pour rien. Donc, effectivement, on retourne déjà une décennie avant. Première année universitaire en droit. Et les événements en Syrie, donc, avaient déjà commencé, la guerre en Syrie, etc. Il y avait énormément de réfugiés qui venaient récemment au Québec. Quelle année, ça? Le bac, c'était 2016-2017 que j'ai commencé. OK.
Est-ce bien ça? C'est bien ça. Donc, 2016-2017. Tu le sais plus que moi. Donc, 2016-2017. Et donc, c'est une enseignante pour le cours de droit constitutionnel qui a dit « Joey Hanna, un ancien étudiant, recherche des étudiantes pour l'aider, donc dans le cadre d'un projet pour les réfugiés syriens. Mm-hmm. Et donc, c'était une opportunité en or là, pour moi d'apporter une aide, de conjuguer le droit avec l'aide que j'ai envie d'apporter aux Syriens. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, déjà, il y a 10 ans, c'était concernant les réfugiés syriens. Wow! Ben oui, à l'époque, je menais donc des ateliers de vulgarisation du droit et c'était destiné principalement aux réfugiés syriens qui arrivaient, qui étaient réinstallés à Montréal et j'avais besoin d'un coup de main là, pour m'épauler dans la création de ces présentations-là. Donc, Safa, avec 3 autres collègues de classe, m'ont généreusement aidé. On a donné des formations en arabe, en français, en anglais. Pour vous donner un peu le contexte, là, vous pouvez vous imaginer un sous-sol d'église, une luminosité un peu, tu sais, glauque, mais chaleureuse. Il y avait amassé quand même beaucoup de personnes. Oui, donc ça nous avait rassemblés. Oui. Ouais, vraiment, tu sais, des soirs avec 50, 60, 80 personnes, du café, des biscuits offerts par les sœurs, une congrégation de sœurs qui avait parrainé plusieurs familles syriennes. Et c'est dans ce contexte-là que donc on prenait la parole et qu'on vulgarisait essentiellement le b.a.-ba du droit, le droit 101 aux réfugiés syriens. Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré Safa et la boucle est bouclée 10 ans plus tard. À l'époque, j'étais avocat, je suis toujours, mais maintenant, t'es plus étudiante en droit, t'es avocate aussi. Absolument. Et voilà comment on s'investit auprès des réfugiés. Alors, donc là, tu disais Princess Margaret, c'est bien ça? Il y avait combien de personnes à cet événement-là? Donc, cet événement-là, c'était de plus grande envergure que la nôtre, on va dire. Nous étions 4700 à pédaler environ. 4700? Et ils ont amassé plus de 20 millions de dollars. Donc, c'était leur 18e édition. Donc, on n'est pas le même projet, mais on a quand même des idées de grandeur là, pour la route du Jasmin. Regarde, début modeste. Absolument. Absolument. Cinquantaine de cyclistes, 100 000 $. Je trouve que c'est déjà quand même de rien. Ambitieux, super intéressant. Puis, tu sais, pour ceux à la maison qui se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Ben, avec aussi peu que 10 $, on peut essentiellement aider les millions de Syriens qui ont besoin d'aide humanitaire à se procurer de l'eau, de la nourriture, des vivres, des abris. Le HCR, on a tout plein d'initiatives comme des soins psychosociaux, de l'assistance juridique pour les gens qui rentrent en Syrie, qui ont besoin, par exemple, de réclamer un bien, une propriété, qui ont plus de papier, qui ont plus de titre. Ben, nous, on offre ce service-là, ce soutien-là. Alors, bref, les dons vont aller essentiellement à des opérations très terrain pour aider directement les réfugiés syriennes et syriens en Syrie. OK, super. Donc, initiative de vélo, tu nous dis. C'est là que l'idée vient. Donc, l'idée vient, dans le fond, je suis quelqu'un qui aime énormément le sport. Donc, que ce soit la course, le vélo, la natation, j'ai justement le demi-esprit ce dimanche. Et c'est vraiment une passion, je pense, c'est la crise de la trentaine, je sais pas, c'est bien à la mode en ce moment. Donc, de conjuguer le sport, justement, qui rassemble énormément de personnes en ce moment avec une cause humanitaire, c'était vraiment la meilleure façon, selon moi, de rassembler les gens pour une cause qui me tient à cœur. C'est super. Puis, pourquoi, dans le contexte actuel, tu penses que c'est important, justement, de rassembler des gens autour de causes humanitaires comme celle-là? Je sais pas si... Là, on tombe dans la philosophie. Là, absolument. Dans tes valeurs personnelles. J'allais dire, je sais pas si, je sais définitivement que je ne suis pas la seule à ressentir ce sentiment d'impuissance en regardant les nouvelles, en regardant notre fameux feed Instagram. Je sais pas pour les gens, mais moi, ça peut constituer entre une vidéo de chat, une vidéo drôle et finalement des vidéos de guerre, donc que ce soit en Palestine, en Syrie, en Afghanistan, ailleurs. Donc, c'est vraiment cette dichotomie, ce déchirement que je ressens entre notre réalité aujourd'hui, ici, en tant que privilégiés, et la réalité de ces millions de personnes dans le monde qui n'ont pas assez à manger, qui ne peuvent pas protéger leurs enfants, qui n'ont pas de lieu pour dormir en sûreté. Donc, c'est vraiment c'est pour répondre à ce déchirement-là que j'ai entre la position privilégiée qu'on a et la position que si mes parents n'avaient pas pris la décision
en 2000 d'immigrer, ben, je serais effectivement encore en Syrie aujourd'hui à vivre cette réalité-là. Ouais. On va en parler dans un petit instant de tes parents et du choix qu'ils ont fait d'immigrer au Canada, de quitter la Syrie. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu disais essentiellement. Puis pour les gens qui nous écoutent à la maison, souvent on a cette impression-là qu'on ne peut pas vraiment faire de différence, que les conflits sont plus grands que nous, que essentiellement c'est une poignée de personnes sur la planète qui pourraient faire une réelle différence. Alors, à quoi bon est-ce que mon geste personnel va jouer dans la balance? Mais en réalité, moi, je suis d'avis que c'est la somme de tous ces gestes-là, aussi petits soient-ils, qui, mis ensemble, la somme de tout ça va ultimement faire une différence dans la vie de millions de personnes. On pourra peut-être pas arrêter des guerres avec cette initiative-là, la route du jasmin, mais on pourra certainement aider les gens en Syrie qui reviennent au pays après la guerre. On peut certainement sensibiliser nos proches, nos amis à ce qui se passe en Syrie. Puis ce qui se passe en Syrie ou ce qui s'est passé là, ça se passe également ailleurs dans le monde. Absolument. Pour vous donner une idée de grandeur, essentiellement en 2025, on a franchi le cap du 120 millions de personnes qui sont déplacées de force. Puis pour te donner une idée, là, à l'époque où on s'est rencontrés en 2015-2016, on était à peu près à 60-65 millions. Donc en 10 ans, on a doublé le nombre de personnes déracinées. Ça, c'est parce que les guerres se sont intensifiées. Il y en a beaucoup plus qu'avant et on n'arrive plus à faire la paix, ce qui est extrêmement grave. Donc, les réfugiés, les gens pour qui moi je travaille au HCR, ils n'ont pas le luxe du cynisme, ils n'ont pas le luxe de l'apathie. Donc, des initiatives comme la tienne, ben, il faut que ça soit salué, puis il faut que ça soit encouragé. Donc, je suis tellement content que tu prennes le temps de nous parler aujourd'hui puis que tu nous rencontres. Je suis tellement contente qu'on puisse travailler ensemble sur ce projet dès les débuts. Donc, oui. Vraiment très choyée. Vraiment, vraiment, vraiment. Parlons de tes parents, Safa. Parlons de mes parents. Allons-le. On salue chaleureusement, d'ailleurs, que... Nizar et Siva, bonjour à la maison. Ben oui, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui sont venus t'encourager là, à l'époque où tu donnais des ateliers avec moi en 2016-2017. Parle-moi un peu, peut-être de ton lien avec la Syrie, de leur choix d'immigrer, dans quel contexte ça s'est fait, si on peut aller là. Absolument. Donc, on se dit souvent que c'est peut-être facile de quitter vers un meilleur lendemain. T'sais, on se dit, c'est facile comme choix, mes enfants vont avoir un meilleur avenir. Par contre, de laisser famille derrière, repères derrière, de laisser la vie qu'on a connue derrière, c'est jamais évident. Donc, mes parents avaient au moins le luxe d'avoir pris eux-mêmes cette décision-là. Donc, ils n'ont pas été délogés en raison d'une guerre ou de quoi que ce soit. Ils ont pris eux-mêmes la décision en raison de la dictature qui était présente à ce moment-là en Syrie. Donc, oui, c'était un choix, mais un choix fortement... circonstanciel. Absolument. Donc, ils ont pris la décision de quitter la Syrie le 24 décembre 2000. Donc, nous sommes arrivés dans l'avion avec un Père Noël avec nous. Non! Ça m'a tout jamais marqué. Donc, il m'avait donné comme cadeau une tirelire en forme de crapaud avec une verrue sur le nez. Et est-ce que tu l'as toujours? Je l'ai toujours. Je l'ai tellement aimé, cette tirelire-là, de simplement relier donc, au souvenir du Père Noël dans l'avion quand on a immigré. Wow! Donc, à cette époque-là, j'avais 6 ans. Donc, pour moi, c'était... Je pense que j'avais pas conscience encore du changement qui allait se produire dans notre vie. Ma sœur, qui était 3 ans plus vieille, donc elle en avait conscience. On ne reviendra pas voir la famille de sitôt. Donc, c'était plus difficile au début. Tandis que moi, j'étais encore dans l'insouciance. Je voyais la neige, j'avais du plaisir. Wow! Et par rapport au lien, donc tu me demandais le lien que j'ai encore avec la Syrie à ce jour. Ouais. Quotidiennement, on parle en arabe à la maison. Donc, dès notre arrivée, mes parents nous faisaient payer 5 $ pour chaque mot en français prononcé à la maison. T'es pas sérieuse? Absolument. Wow. Donc, on préservait notre langue. Ils s'étaient dit, c'est sûr que dans les camps de jour, ils vont apprendre le français rapidement. À l'école, ils vont apprendre le français rapidement. Ouais. Donc, de cette manière, on préserve notre langue. Donc, à ce jour, on se parle en arabe quotidiennement. Ma grand-mère me texte en arabe pour me faire pratiquer la lecture et l'écriture. C'est super. Et donc... ça fait vraiment partie de moi quotidiennement. Donc, je parle en arabe à tous les jours. Je lis, j'écris, j'écoute les nouvelles en arabe. Donc,
partie intégrante, on n'oublie pas d'où on vient. Donc, tes parents ont eu raison et le temps aussi et l'éducation que tu as eue en ce sens que tu gardes encore ton arabe aujourd'hui, ta culture qu'on peut appeler maternelle, mais tu vis ta vie en français aujourd'hui. On réalise ce podcast-là en français. Absolument. Moi-même, je suis d'origine syrienne et look at us. Hein? Look at us. On est en train d'avoir cette conversation-là dans la langue de Molière et pourtant, on est capable encore d'avoir des conversations dans notre langue maternelle avec nos parents, avec nos familles. C'est magnifique. C'est magnifique et je pense que c'est essentiel. Honnêtement, là, les liens que je peux créer avec ma grand-mère en arabe n'auraient pas été les mêmes si je n'avais pas préservé la langue encore aujourd'hui. C'est vrai. Et d'ailleurs, parlant de grand-maman, parlant de ma teta, pour vous donner une idée aussi de à quel point une différence de 10 $ peut faire une grande différence en série. Ouais. Donc, à chaque fois que je vais au resto, ou que je m'achète un nouveau chandail ou un nouveau quelque chose et que je le dis à ma grand-mère, elle va me demander combien ça t'a coûté. Et si je lui dis, par exemple, je suis allée au resto, ça m'a coûté 70 $, elle va me dire, ce montant aurait pu nourrir une famille en Syrie pendant tel nombre de jours. Wow. Donc, c'est tout le temps quelque chose qui est sur notre conscience, de savoir, encore une fois, on est privilégié aujourd'hui de vivre ce qu'on vit. Donc, j'ai toujours cette conscience-là et je pense que ça vient un peu répondre, comme je te disais un peu tantôt, la dichotomie, donc le déchirement entre les deux. Ouais. Oui, je suis québécoise, mais je suis également syrienne, donc je dois aider les gens qui sont encore en Syrie aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, quand on me pose la question de l'identité syrienne, je réponds souvent aux gens que la Syrie, c'est un pays que je n'ai pas habité, mais qui m'habite. J'ai jamais vécu en Syrie, c'est-à-dire j'ai déjà été en Syrie pour des raisons touristiques, mais également pour des raisons professionnelles. On y reviendra. Tout récemment. Oui, tout récemment d'ailleurs. Mais j'ai jamais vécu en Syrie comme toi, tu l'as fait, où tu as grandi pendant quand même 6 ans. Mais il en reste pas moins que c'est un pays qui m'habite parce que il y a encore cette langue qui est vivante en moi, il y a encore ces liens familiaux qui sont vivants en moi, la culture, les valeurs qui nous sont transmises. Et si je comprends donc la générosité ou le souci de l'autre ou cette espèce de care-là... Définitivement des valeurs transmises par mes parents et les gens en Syrie. Là, c'est vraiment quelque chose qui est marquant là-bas. Ouais, c'est fou, hein? C'est fou. Je reviens de la Syrie, justement. Justement, une très belle expérience, d'ailleurs. Peux-tu nous en parler? Ben oui, j'y ai passé 3 mois. En fait, presque 3 mois dans le cadre d'une mission avec le HCR. Et j'ai fait un petit peu de terrain là-bas, je me suis déplacé, j'ai été visiter les centres communautaires où nos partenaires administrent différents services, de l'aide humanitaire directe, de l'aide psychosociale, des services éducatifs, des services aux enfants. J'ai eu les jambes sciées en deux parce que j'ai vu, parce que j'étais tellement ému de la qualité des services et des liens qu'on avait avec les populations locales. C'était vraiment très, très, très touchant de voir ça. Mais c'était aussi très touchant, voire très décevant de voir la Syrie 15 ans post-guerre, 15 ans post-bombardement, 15 ans post... C'est tout ce qui s'est passé en Syrie. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en 2010 pour l'avant-dernière fois et là, y retourner 15 ans plus tard. Donc là, j'ai vraiment vu le désastre et l'horreur de la guerre. Bien sûr, on peut parler des bâtiments détruits, des quartiers rasés, des infrastructures qui sont vétustes et à reconstruire, mais il faut également qu'on parle des individus, hein, des millions de personnes qui ont été déracinées, qui se sont retrouvées dans des camps de réfugiés dans les pays limitrophes, les gens qui se sont trouvés dans des camps de réfugiés à l'intérieur même de la Syrie, dans des conditions extrêmement difficiles. Oui, le HCR offre une tente, offre un matelas, offre couverture avec l'aide qu'on peut donner en fonction des moyens qu'on a, mais il en reste pas moins que c'est des conditions qui sont très, très, très difficiles et très précaires. Alors, ça fend le cœur de voir ça. Tantôt, tu parlais de culpabilité, là. J'imagine que c'est ce que j'ai ressenti à quelque part parce que tu dis, moi, je suis dans un contexte très privilégié et là, je vais voir mes semblables souffrir. Donc, c'est sûr que ça trigger cette corde-là qui nous pousse à
en faire plus, à agir. Voilà. C'est notre devoir d'agir. Ben oui. Alors, là, justement, tu parlais de ta mission. Tu avais publié justement sur les réseaux sociaux des photos à Damas. Ouais. Et justement, on parlait de la destruction. Donc, je montrais ces photos à mes parents. Je leur disais, regardez, Joey est rendu à telle place. Donc, l'école primaire, d'ailleurs, où ma sœur et moi, on a étudié. Où ma mère a été également. Exactement. Ouais. Donc, mais de voir la différence, c'est le jour et la nuit, à quoi ça ressemblait. Justement, mon dernier voyage était également en 2010, donc juste avant le début des événements. Et de voir aujourd'hui à quoi ressemble Damas. Ouais. On ne peut pas croire ce qui se passe en Syrie. C'est vrai. Il faut vraiment... Il faut le voir pour le croire, là, honnêtement. Quand tu roules dans ces champs, dans ces ruines-là, des rues, des quartiers pavés de mines qui ont été posés par l'Ancien Régime, c'est désastreux, sur le plan des droits humains. Alors, j'espère pour la Syrie de meilleurs jours et je suis fier que toi puis moi, en tant que Syrien d'origine pour ma part, en tant que Syrienne, québéco-syrienne pour ta part, ben, on participe à quelque part à la reconstruction de ce pays-là. Puis j'invite les gens à la maison qui nous écoutent à participer aussi à cette reconstruction-là. Bien sûr, vous pouvez venir pédaler avec nous si vous avez les jambes et les cuisses pour 270 km. On va en parler dans quelques minutes. Mais je pense que le moyen le plus facile, bien entendu, c'est de faire un don. Absolument, aussi petit soit-il. Donc, chaque don, chaque dollar peut faire une différence en Syrie. Donc, vraiment, toutes les donations sont les bienvenues et on est très reconnaissants pour les dons. Puis, veux-tu nous dire, là, toi qui es avocate, c'est quoi les bénéfices fiscaux de cette donation-là? Est-ce qu'on a quelque chose, ultimement? Absolument, à partir de 20 $. Donc, on a un reçu d'impôt. Donc, on peut le donner à notre comptable à la fin d'année pour réclamer une petite différence là, dans nos impôts. Donc, c'est très avantageux. On aide les gens et en plus, on bénéficie à nos impôts. Effectivement. Parlons du défi cycliste. Absolument. 270 km et tu as choisi essentiellement les villes de Damas et Palmyre. Pour toi, en fait, je reviens. La distance entre Montréal et Québec représente essentiellement la distance entre... Damas et Palmyre. OK. Donc, Damas, la capitale de la Syrie, que les gens connaissent un peu plus ici. Donc, notamment en raison du restaurant Damas. C'est le nom qu'on entend le plus souvent, donc Damas. Et évidemment, Palmyre, qui est une ville moins connue, mais qui est constituée de colonnes, donc vraiment une ville historique en Syrie, qui aujourd'hui est également malheureusement détruite. Donc, les colonnes sont rendues des ruines. Mais ces deux villes vraiment incroyables en Syrie, je voulais représenter cette distance-là pour refléter un peu, donc miroiter un peu ce qui se passe en Syrie en faisant Montréal-Québec. C'est super intéressant. Puis, il y a des parallèles à faire entre Montréal, Québec, Damas et Palmyre. Et là, tu me dis si je dis n'importe quoi, Vas-y. mais tu sais, Damas, la métropole, la capitale. Bon, bien sûr, Montréal, c'est pas la capitale, mais bon, c'est quand même l'équivalent de la métropole. C'est notre plus grande ville, une ville vibrante. Québec, c'est une ville historique, d'architecture, une ville très importante pour l'Amérique du Nord française, pour le Nouveau Monde qu'on appelait à l'époque. Et Palmyre, pour y avoir été également, c'était un arrêt très important dans la route de la soie. Donc, cette espèce de route qui connectait la Méditerranée jusqu'à l'Extrême-Orient. Et Palmyre était un peu un épicentre commercial, économique pour les caravanes. Donc, il y a des liens à faire. Tu as tout à fait raison. Je gagne des points. Tu gagnes plein de points. Ah, c'est super, c'est super. Puis dis-moi, donc les cyclistes, ils partent de où de Montréal? Donc, les cyclistes, ils vont partir du parc du bout de l'île. Donc, on s'est rapproché le plus possible au bout de l'île pour faire une distance qui est la plus raisonnable possible pour les cyclistes. OK. Donc, on part du parc du bout de l'île. Dans l'est de la ville. Là, par contre, tu m'as perdu est-ouest, mais oui, si je me trompe pas, c'est à l'est de la ville. C'est bien. Donc, complètement à l'est de la ville. Et on va pédaler
sur la 138, on va dormir à Trois-Rivières pour ensuite continuer le lendemain, donc le 12 octobre, dimanche, jusqu'à Québec. OK. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est pas Safa qui va être en premier, parce que visiblement, au niveau de l'orientation géographique, on va mettre un autre cycliste. Si c'est moi en premier, on se rendra pas. Non, c'est ça. On va se rendre à Ottawa. Exactement. On va pédaler de l'autre bord. Ça va être l'autre est, tu sais. Exact. OK, fait que vraiment sur 2 jours, départ de Montréal, premier arrêt à Trois-Rivières. Et là, petit dodo à Trois-Rivières. Donc, première journée, 130 km à peu près, petit dodo à Trois-Rivières. Nous allons avoir le privilège de parler avec des réfugiés syriens, justement, cette soirée-là. Pas que. Pas que. On va garder certaines surprises ou certaines... on pourra en parler. Certains scoops. Donc, il va y avoir donc de belles tables rondes de discussion, de savoir, de donner vraiment aux cyclistes l'opportunité de savoir pourquoi ils font ce qu'ils font, de donner vraiment concrètement, de connaître la réalité des réfugiés et d'avoir, de donner un sens à la souffrance qu'ils vont souffrir pour deux petits jours. Donc, de donner un sens à ce qu'ils font et leur donner envie de revenir l'année prochaine parce qu'ils savent que ce qu'ils font fait une grande différence. Ça compte, exact. Absolument. Exact. Mais oui, on est en communication avec une organisation à Trois-Rivières pour organiser un souper où là, on aurait une belle grande tablée de cyclistes participants et de personnes réfugiées réinstallées de différentes communautés, dont de la communauté syrienne, mais également de plein d'autres pays. Donc, je pense que ça va être un échange super intéressant et instructif pour nos participants, nos participantes. Et là, dimanche matin, on part et on se rend à Québec. C'est génial. Donc, au total, 270 km dans les pattes. Décris-nous un peu les cyclistes. Est-ce que ce sont des gens aguerris qui ont fait 3 fois le Tour de France ou ce sont des cyclistes du dimanche? Donc, je dirais l'avantage avec ce genre de projet, c'est que ça rassemble et ceux qui ont fait 3 fois le Tour de France et ceux qui en font juste le dimanche. Donc, pour vous donner une idée, j'ai 2 amis qui se sont, ou maintenant même 3 cyclistes se sont inscrites, qui se sont achetés des vélos cet été spécialement pour l'occasion. Donc, je salue Marie, Claudia et Béatrice qui se sont achetés un vélo spécialement pour pédaler avec nous en octobre. Et nous avons également donc des cyclistes plus aguerris. Je peux te compter parmi ceux-ci. Donc, je t'ai vu pédaler et très impressionnée. Merci. Donc, il peut y avoir de plusieurs niveaux. Je dirais que l'essentiel, c'est l'alimentation et l'hydratation. Et pour ça, on a une équipe de bénévoles qui va nous aider tout au long de la route. Donc, c'est très faisable du moment qu'on est moindrement sportif. Je pense que c'est tout à fait atteignable comme objectif. Tout à fait. Moindrement actif, en effet, c'est effectivement très possible. On s'est quand même entraîné pas mal durant l'été. Parle-moi un peu de ta préparation, toi. Outre l'aspect logistique, là, sur lequel on pourra revenir peut-être, mais au niveau de la préparation mentale, physique, combien de fois semaine t'en fais du vélo? Très bonne question. Donc, comme je disais au début, j'ai mon demi-esprit ce dimanche. C'est quoi, c'est un demi-esprit? Un demi-esprit, c'est un triathlon. Donc, dans les triathlons, il y a le sprint olympique et la distance 70.3, donc le fameux demi-Ironman. Mais là, je le fais sous la bannière demi-esprit, donc c'est à Montréal. Donc, c'est un triathlon où je vais nager, pédaler et courir ce dimanche. Wow! Donc, en termes de préparation, j'ai fait les 3 disciplines, ça fait plusieurs mois déjà. Donc, j'avais mon vélo même à l'intérieur depuis novembre pour faire aller les pattes et pratiquer. Wow! Donc, combien de fois semaine? Je dirais, je m'entraîne 5 jours semaine, mais ça, c'est en vue de cet objectif-là aussi, notamment. Là. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit aussi fréquent. Donc, tu allies préparation pour cet événement sportif-là et préparation pour la route du Jasmin. Absolument. Et donc, à partir du lundi, par contre, ce sera exclusivement pour la route du Jasmin que je vais m'entraîner. Et nous allons d'ailleurs avoir 1 ou 2 événements de spinning intérieur où on pourra accueillir des gens et où tous les profits iront à notre levée de fonds pour la route du Jasmin. Wow! Je t'annonce un scoop, là. Hey, c'est cool, c'est je cool, ne savais pas ça. Je t'annonce un scoop. C'est génial. Donc, voilà, les gens vont pouvoir pédaler avec nous à l'intérieur au son de musique arabe, peut-être même Fayrouz, mais sur... un beat. Sur un beat. J'aime ça, Donc, voilà, on va rassembler des gens dans un cours de spinning pour ramasser des fonds.
J'adore. Ben, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent, moi, j'aimerais ça offrir de mon temps, mon expertise, organiser une mini-activité pour ramasser des sous. Moi, j'ai un commerce, un café, peu importe. J'aimerais faire un don en commandite, en temps. J'aimerais être bénévole. J'inviterai toutes ces personnes à nous écrire directement. Donc, le courriel, c'est équipe@larouteDuJasmin.com, équipe@larouteDuJasmin.com. Donc, écrivez-nous, comme tu dis, pour les donations, pour être bénévole, pour faire une commandite, pour participer, pour nous accueillir le tailgate d'arrivée, donc à Québec. Ouais. Écrivez-nous, ça va nous faire grandement plaisir. J'aime ça. On s'approche tranquillement de la fin. J'ai peut-être 2 dernières questions pour toi. Une, quant à l'avenir de cette initiative-là, qu'est-ce que tu entrevois pour... Parce que là, bon, c'est l'an 1. On peut appeler ça un peu un pilote. Absolument, c'est notre prototype. On essaye, là. On va voir comment ça va se passer. On va en apprendre. Exact. C'est quoi ton rêve par rapport à la route du jasmin? Comment tu vois les prochaines années? Très bonne question. Juste pour donner une idée, donc initialement, quand je t'avais approché pour ce projet, je me disais, je vais embarquer sur mon vélo toute seule et pédaler jusqu'à Québec pour ramasser un petit 4 000 $. Ouais. Donc, je t'ai parlé et automatiquement, c'est devenu une idée beaucoup plus grande. Ouais. Donc, tu m'as appris à rêver plus grand. Donc, on prend cette idée, on rêve plus grand. Donc, déjà là, le projet est rendu, moi qui pensais amasser 4 000, on est rendu aujourd'hui à peu près 13 000 $ d'amassés. Même plus que ça, je pense. Je pense plus que ça. Donc, ça va être mis à jour sur le site Internet vendredi. Ouais. Donc, déjà là, c'est plus grand que ce que j'avais en tête. Et tant qu'à rêver grand, je vais rêver encore plus grand et j'espère que ça va devenir une initiative qu'on va pouvoir faire à chaque année. Wow. Donc, pour la Journée internationale des réfugiés qui est en juin, d'essayer pour l'année prochaine et les années subséquentes de le mettre la fin de semaine, donc suivant cette date, rassembler plus de personnes encore. Donc, à ce moment-là, ce sera un projet encore meilleur parce qu'on aura appris de nos erreurs ici, parce que c'est sûr qu'il y en aura. Donc, améliorer le projet année après année et rassembler de plus en plus de personnes pour aider les autres. J'adore que l'an 1 soit très personnel. Tu l'as personnalisé avec la série parce que, bien sûr, tu as un lien intime. C'est le pays où tu es né, ta famille. C'est un conflit qui t'a touché quand même près du cœur. Mais peut-être qu'effectivement, pour la suite, on pourra le dépersonnaliser ou du moins l'ouvrir à toutes sortes de conflits, toutes sortes de situations dans le monde, parce que Dieu sait qu'il y en a des situations humanitaires qui ont besoin de notre aide. Je ne peux que penser à la République démocratique du Congo, à Haïti, à Gaza, au Bangladesh, et j'en passe. Alors, ça serait génial de pouvoir inscrire cette initiative-là dans la durée, dans le temps, et de la rendre quasiment internationale. Enlève le quasiment, ce sera international. J'adore, mesdames et messieurs, j'adore. On vous l'annonce en primeur, ce sera un projet international. Wow. On se retrouve l'an prochain ou dans 2 ans. Absolument. Puis on pourra faire un post-mortem, voir est-ce qu'effectivement on a rendu. respecté. Oui, c'est ça. Est-ce qu'en terminant, tu voudrais passer un message? Bien sûr, on a invité les gens à faire des dons, on a invité les gens à nous écrire s'ils veulent participer, s'impliquer, s'engager. Est-ce que toi, tu as un message très personnel que tu voudrais transmettre à la maison, outre tout ça? Je dirais le message que je peux passer aux gens à la maison, ce serait surtout de continuer à s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est facile d'être dans notre confort. Donc ici, on est, comme on disait tantôt, on est privilégié, on est confortable. C'est facile de faire abstraction, de se mettre des œillères et de faire abstraction de ce qui se passe dans le monde. C'est vrai. Malheureusement, les gens n'ont pas ce luxe-là à travers la planète. Donc, le message que j'aimerais lancer, c'est de continuer de s'intéresser à ce qui se passe, de continuer d'être empathique, de continuer à s'informer sur ce qui se passe dans le monde et de croire que même à petite mesure, on peut faire une différence. Bravo. Puis c'est avec des initiatives comme celle-là qu'effectivement, on réduit le fossé entre la compassion, l'empathie et l'action. Parce que là, on se met en marche, on s'investit, on s'engage personnellement pour des causes qui sont plus grandes que nous et sur lesquelles on peut avoir ne serait-ce qu'un petit impact, un impact
tellement important. Alors pour ça, Safa Hamoud, je te dis bravo. Je te lève mon chapeau. Merci d'avoir passé la dernière demi-heure avec moi, à nous avoir expliqué un peu c'est quoi ton projet, c'est quoi tes rêves, tes ambitions, d'où ça venait cette idée-là. Et à la maison, si vous trouvez ce projet-là intéressant, écrivez-nous. Écrivez-nous. Équipe@laroutedujasmin.com. Merci, Safa. Merci, Joey. Et vous pensiez que c'était terminé, but non. There is more. Safa, on a jasé pendant une demi-heure, toi puis moi, de la route du jasmin, sans réellement expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, la route du jasmin. Mais qu'est-ce la route du jasmin? Fait qu'on a tout débranché et là, on rebranche en studio pour que tu nous expliques c'est quoi en fait... Pourquoi la route du jasmin? La route du jasmin? Ouais. Pourquoi pas la route des pistaches? Ça l'aurait pu, remarque. Route des pistaches, ça aurait aussi représenté la série. Donc, pour les gens à la maison, sachez que si je ferme les yeux et que je repense à la série que j'ai connue de longues années, c'est l'odeur de jasmin qui me revient instinctivement. Donc, j'associe cette odeur à la série. C'est vraiment la fleur emblématique de la série. Ouais. Donc, on a les fleurs de jasmin à chaque coin de rue. C'est vraiment un souvenir marquant que je garde. Et d'ailleurs, ma nièce est née en fin de semaine et elle s'appelle Yasmina, donc qui veut dire petite fleur de jasmin en arabe. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment la fleur emblématique de la série. C'était important que le projet porte ce nom-là. J'adore. Donc, il y a l'aspect, au-delà de l'aspect physique du challenge, l'aspect émotionnel. Il y a également, tu rajoutes une couche sensorielle. Absolument. À la maison, si vous avez jamais senti la fleur de jasmin, écoutez, courez dans une parfumerie. Ça sent le ciel. Ouais, vraiment. Tout simplement. Vraiment. Et ça sent effectivement la Syrie. Là, j'ai eu la chance de retourner, je l'ai dit tantôt, en Syrie, puis le jasmin, il y en a partout. Et quand ça embaume une pièce, ça embaume une rue, c'est vraiment un feeling spécial. Et à chaque fois que ma grand-mère ou quelqu'un de la famille allait en Syrie pour visiter, donc ils nous ramenaient, on demandait une bouteille de parfum de jasmin pour ou en mettre dans notre chambre ou en mettre sur nous. Donc, c'était vraiment une demande spéciale qu'on avait. Wow! Donc, c'est important pour toi que cette initiative-là ait ce nom-là. Vraiment. Je pense que c'est important qu'on revienne avec cette question-là. Oui, c'est important qu'on ait rebranché tous les micros. Ben ouais, c'est ça. On remercie les gens en régie qui ont été patients avec nous. Oui. Jusqu'à la toute fin. Et là, on peut vraiment dire à la prochaine. À la prochaine. Salut.